10 mars 1952, coup d'État militaire à Cuba. À sa tête, le colonel Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis. Située à 100 km des côtes de Floride, la plus grande île des Caraïbes est sous domination américaine depuis le début du siècle. Par 3 fois, les Marines sont intervenus pour mater des soulèvements nationalistes. Surnommé le bordel des Amériques, Cuba est sous la coupe de Batista depuis plus de 20 ans. Pillage, corruption. Batista est un dictateur honni. Il ne sait pas encore que son principal ennemi s'appelle Fidel Castro. C'est Castro qui dirige le 26 juillet 1953 l'assaut contre la caserne de la Moncada à Santiago, dans l'est du pays. L'échec est total. La petite troupe est décimée. Ses chefs sont condamnés à 15 ans de prison. 21 mois plus tard, le docteur Fidel Castro, un jeune avocat charismatique, candidat à la députation pour un parti réformiste, est amnistié grâce à une campagne nationale. À ses côtés, son jeune frère, Raúl Castro. À cette époque, les communistes du Parti socialiste populaire ne manifestent aucune sympathie pour les jeunes révolutionnaires accusés d'être des petits bourgeois. Fidel Castro s'exile au Mexique, où il prépare la lutte armée, tandis qu'à Cuba, la résistance s'organise autour du mouvement estudiantin. La répression est sanglante, elle fera 20 000 victimes de 1952 à 1959. We are doing our best to make it impossible for communists to infiltrate our democratic institutions. Niña y viña para llevar, mano este guardar. Levante mi madre, mañanica frida, uy, corta la rosa florida, mano este guardar. Niña y viña para llevar, mano este guardar. Levante mi madre, mañanica clara, uy, corta la rosa granada, mano este guardar. El 2 de diciembre de 1956 arribó a Playa Colorada el histórico yate Granma. A bordo, Fidel Castro y 82 revolucionarios. Se inicia una etapa de heroísmos y sacrificios incalculables para liberar a Cuba. En fait, le débarquement tourne à la catastrophe. Seuls 16 survivants parviennent à gagner les maquis de la Sierra Maestra, dont Fidel et Raúl Castro. Avec eux, un jeune médecin argentin, un certain Ernesto Che Guevara, que les deux frères ont rencontré au Mexique. L'objectif de Fidel Castro, créer une guérilla rurale pour renverser Batista. Très vite, paysans et ouvriers de la canne à sucre constituent le gros de ses troupes. De leur rang sort un chef, Camilo Cienfuegos, qui deviendra, avec le Che, l'une des figures les plus populaires de la révolution. Lo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Fidel Castro a déjà compris le pouvoir des images. Quel plus beau symbole révolutionnaire que ces cours d'alphabétisation organisés en plein maquis. De même, ces images d'un chef studieux, vivant dans la précarité, font déjà partie de la légende. Son programme politique n'a rien d'effrayant. Foncièrement nationaliste, il propose une alternative démocratique à la dictature de Batista. Très vite, le mouvement de libération, baptisé Mouvement du 26 juillet, en souvenir de l'attaque de la Moncada, se rallie une partie de la bourgeoisie nationale. Seuls les communistes continuent de le bouder. Ils ne le rejoindront qu'à la fin de 1958. En avril 58, la guerre totale est déclarée. L'armée rebelle ne compte que 500 hommes, mais elle peut compter sur un vaste réseau de solidarité. En décembre 58, grève et combat généralisés portent le coup de grâce à Batista.
Les Barbudos, les Barbus comme on les surnomme, s'emparent de toute l'île. Le 31 décembre, Batista s'enfuit avec sa famille dans un avion à destination de la République dominicaine. Désormais, dans la rhétorique révolutionnaire, on parlera du triunfo, du triomphe. El pueblo de La Habana se lanza a las calles para festejar la cobarde huida del tirano. Antros del vicio y el juego son asaltados y quemados por las multitudes. Esta fue una de las lacras sociales fomentadas y amparadas por el régimen de Batista para enriquecerse y esquilmar al pueblo. Dès les premières heures de la Révolution, le ton est donné. Fidel Castro, qu'on appelle simplement Fidel ou Commandante, occupe le devant de la scène. Acclamé comme un libérateur, il remonte l'île d'est en ouest. Il a déjà le goût du spectacle et du contact physique avec la foule. El pueblo se reúne en el Parque Vidal para aclamarlo y escuchar de él que las reivindicaciones sociales no serán más un mito. Cuba ha sufrido miseria y cadenas. Habrá ahora trabajo y libertad. Parecía un sueño. El pueblo de La Habana lo esperaba. Todo el pueblo. Era una inmensa muchedumbre con un grito anudado en la garganta. Fidel. Sur ces images, le Che et Camilo Cienfuegos sont curieusement absents. On aperçoit Fidelito, le fils de Fidel Castro. Déjà, l'histoire de la Révolution se confond avec celle d'un homme. La guerra ha terminado. Vuelve la libertad y comienza la revolución. Fidel Castro tient son premier grand discours dans la capitale. Comme par miracle, une nuée de colombes se pose sur ses épaules. Pour les caméras, c'est du pain béni. Et pour le peuple, la preuve qu'il est le nouveau Messie. Le mythe du leader Maximo est né. Ce soir-là, Fidel promet qu'il y aura des élections aussitôt que possible. 35 ans plus tard, elles n'ont toujours pas eu lieu. Porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo. Le 16 février, Fidel Castro est nommé Premier ministre, tandis que le juge Manuel Urrutia assume la fonction de président de la République. Anticommuniste convaincu, Urrutia démissionnera 4 mois plus tard en dénonçant la radicalisation de la Révolution. La hora de júbilo se trocó en la hora de la justicia revolucionaria. Los responsables de torturas y muertes tenían que comparecer ante los jueces para expiar sus crímenes. Para los criminales de guerra no puede haber compasión, han repetido los jefes revolucionarios. No espere piedad quien torturó o ametralló a los civiles en ciudades y campos. Habrá perdón porque la revolución es magnánima para los que, aún defendiendo una causa injusta, pelearon de frente sin asesinar a nadie. Los jueces dictan la sentencia del acusado. Fusilamiento. Su última voluntad fue dar él mismo la orden de fuego. Ces images choqueront une partie de l'opinion publique. Dans les premiers mois de la Révolution, quelques 150 tortionnaires, agents de Batista, sont exécutés. Les jugements sont publics, comme ce tribunal révolutionnaire installé dans le plus grand stade de la Havane. Argument officiel, le peuple réclame justice. Certes, il n'y aura pas de bain de sang, mais certains dénoncent une ambiance de foire humaine. L'heure des premières ruptures a déjà sonné. Au peloton d'exécution, ce colonel de la dictature a préféré le suicide. À peine arrivés au pouvoir, les Barbudos lancent un programme social sans précédent dans le tiers-monde. Premier acte, la réforme agraire qui leur assure une immense popularité dans tout le continent latino-américain.
Le 26 juillet, date désormais clé du calendrier révolutionnaire, 500 000 paysans sont conviés dans la capitale. Complètement marginalisés sous l'Ancien Régime, ils sont les premiers bénéficiaires de la Révolution. Et la Révolution entend bien le faire savoir. 500.000 guajiros, y con ellos todo el pueblo habanero, van a testimoniar su fe en los destinos de la patria. Van a defender las leyes revolucionarias, van a defender la reforma agraria y la justicia revolucionaria. A decir a Fidel en plena plaza pública que nada detendrá la revolución cubana. À la tribune, les ténors de la Révolution, mais aussi le nouveau président de la République, Osvaldo Dorticos, un fidéliste convaincu. Quant au Premier ministre, il rêve déjà d'exporter sa révolution. Aquí, frente a la cordillera invicta, frente a la Sierra Maestra, comprometámonos a seguir haciendo de la patria el ejemplo que convierta a la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra de la América. El campo y la ciudad se integran para la defensa de la soberanía nacional cuando desfilan unidas las milicias obreras y campesinas. Dans ce commentaire, tout est dit. Désormais, la nation, c'est avant tout les paysans et les ouvriers. C'est eux qui fourniront les futurs cadres de la Révolution. La réforme agraire n'interdit pas la propriété privée de la terre, mais en limite l'étendue. Elle vise principalement les citoyens américains dont certains possèdent jusqu'à 200 000 hectares. À cette époque, la moitié des plantations de canne à sucre leur appartiennent. Petit à petit, tout sera confisqué et redistribué aux grandes dames de Washington. La réforme agraire entraîne une deuxième vague de rupture, notamment des propriétaires terriens qui se sentent menacés. Certains gagnent déjà le maquis. Mais Fidel a l'immense masse des paysans déshérités derrière lui. Que vayamos, yo he venido para siempre en punto, fijo yo considero aquí estar. Pour le leader Maximo, c'est l'état de grâce. Il débarque en Argentine où se réunit l'Organisation des États américains. Devant l'assemblée médusée des 22 ministres de l'économie, il se fait l'apôtre des analphabètes et des pauvres et exhorte les États-Unis à financer le développement du sous-continent. À l'époque, il est bien le seul à ne pas trouver l'idée saugrenue. Fidel arremete contra la hipocresía de las falsas soluciones y reafirmando la tesis de que la libertad sin pan no es tal libertad, reclama 30.000 millones de dólares en 10 años para financiar el verdadero desarrollo económico de la América Latina. Ironie de l'histoire, l'idée sera reprise 2 ans plus tard par John Kennedy dans son Alliance pour le progrès. Le président américain proposera 25 milliards de dollars pour couper l'herbe sous le pied aux révolutionnaires pro-castristes. Sur la route du retour, Fidel est rejoint par son frère Raoul. Ancien membre des jeunesses communistes, on dit le cadet plus radical que son aîné. Certains prétendent qu'il était chargé de négocier en sous-main avec les communistes, tandis que Fidel préservait une façade démocratique. D'autres assurent que Fidel ne s'est converti que contraint et forcé aux vertus du communisme. On dit enfin que le Che a joué un rôle capital dans les tractations menées avec les communistes dès 1959, mais de tout cela, les archives ne parlent pas. Deuxième acte du programme social, la campagne d'alphabétisation. Ce train transporte des milliers de volontaires qui vont alphabétiser aux 4 coins du pays. En 1959, 40% des Cubains sont illettrés. Spectaculaire, la campagne est couronnée par l'UNESCO qui accorde une mention d'honneur à Cuba. Désormais, pour couper court à toute critique, on parlera des fameux acquis de la Révolution. Éducation, puis santé gratuite pour tous garantiront pour longtemps l'unité nationale. Abajo imperialismo, arriba libertad, llevamos con las letras. Y los jóvenes, yo entre ellos, líder de los jóvenes, tenemos que estudiar
y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay espejuelos, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas, sin ninguna apelación. Ce jeune était un volontaire de l'alphabétisation. Il a été assassiné par une bande de contre-révolutionnaires, selon la terminologie officielle. Symbole de la révolution en marche, les alphabétiseurs sont la cible privilégiée de la contre-révolution armée. Des assassinats en bonne et due forme qui ne font que resserrer les rangs autour des leaders de la révolution. No importa que los tiempos sean tiempos donde soplen vientos de fronda, donde las amenazas germinen día a día, donde los ataques piratas se desaten contra nosotros y contra otros pueblos del mundo. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolcott, es decir, Juana o su hermana. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada no se pueden dejar intimidar por eso. Y juntos construiremos la nueva vida. Dès 1960, des centaines d'opposants à la Révolution ont gagné le maquis. Anciens soldats de Batista, propriétaires terriens ou officiers de l'armée rebelle déçus. Vers l'été 62, les maquisards comptent environ 3000 hommes, mais n'ont ni commandement unifié, ni dirigeant véritable. Les milices paysannes n'en viendront à bout qu'à la fin de 1965. Officiellement, tous les maquisards sont des agents des États-Unis. C'est un peu vite dit, mais cela sert la cohésion nationale. El imperialismo ha hecho de nuevo el ridículo. De nuevo se ha estrellado contra el muro invencible del pueblo armado, del pueblo unido, del pueblo consciente. Les plus grosses bandes de maquisards disposent de l'appui des États-Unis par CIA interposés. En fait, dès janvier 59, la centrale américaine donne son accord à des plans d'assassinat de Fidel Castro. Et puis, le 10 mars, bien avant qu'ait été promulguée la loi de réforme agraire, le Conseil national de sécurité des États-Unis examine la possibilité de renverser le nouveau régime. En attendant, les pièces à conviction de l'hostilité américaine sont systématiquement exhibées comme ce matériel d'espionnage découvert dans l'appartement d'un diplomate. L'image de l'ennemi yankee, responsable de tous les maux, devient un leitmotiv du discours révolutionnaire. Todo este instrumental había entrado en Cuba en valija diplomática de la embajada yanqui. Así utilizan los yanquis su embajada, como centro de conspiración, interferencia en los asuntos que solo competen al pueblo cubano, espionaje y violación de la soberanía de Cuba. C'est le plus gros attentat jamais perpétré sur le territoire cubain. Le 4 mars, un cargo français bourré de munitions explose. Les armes ont été achetées en Belgique. Bilan, 81 morts. Fidel Castro accuse les États-Unis qui, bien sûr, démentent. 2 semaines plus tard, le président Eisenhower approuve un programme d'action clandestine pour renverser Castro. On a beaucoup spéculé sur le poids de l'hostilité des États-Unis dans le durcissement de la révolution cubaine.
Impossible de refaire l'histoire, mais une chose est sûre, ces images exacerbent l'anti-américanisme latent des Cubains et Fidel sait s'en servir dès qu'il lui faut justifier sa politique. Cuba prend des allures de forteresse assiégée et petit à petit, au nom de la sécurité nationale, la révolution change de visage. Con palabras serenas, el doctor Fidel Castro, jefe máximo de la revolución, expresa que todas las pruebas revelan que el desastre ha obedecido a un sabotaje preparado en el extranjero, probablemente por esos mismos que no quieren que Cuba adquiera armas. En juillet 60, les États-Unis annoncent qu'ils n'achèteront plus de sucre à Cuba. Le coup est rude et la réplique immédiate. Banques, centrales sucrières et raffineries de pétroles américaines sont nationalisées. Tout se passe comme si les deux camps cherchaient l'affrontement en permanence. Un mois plus tard, l'escalade continue. C'est lors du premier congrès latino-américain de la jeunesse que Fidel Castro annonce la confiscation de tous les biens américains. Une fois de plus, il confirme qu'il entend bien exporter sa révolution. Como homenaje a los pueblos que aún son explotados y saqueados por el imperialismo, cada central azucarero nacionalizado llevará el nombre de una república latinoamericana. El 6 de agosto de 1960 marca el inicio de la segunda independencia de América. Pendant toute cette période, Fidel Castro donne l'image d'un chef serein et sûr de lui. Demostrando su sano espíritu juvenil y deportivo, nuestro primer ministro hace un alto en sus intensas actividades públicas y participa en un juego de pelota. En pleine guerre contre l'ennemi yankee, Fidel s'envole pour les Nations Unies. Il ne sait pas que 4 jours plus tôt, un complot de la CIA a été mis au point pour l'abattre. Il ne sait pas non plus que l'avion qui le transporte va être confisqué à la demande de créanciers américains. Castro débarque en conquérant. Des centaines de journalistes font le pied de grue pour voir l'homme qui défie avec autant d'arrogance la première puissance mondiale. Un détachement de 258 policiers assure sa protection. Hébergé dans un hôtel de Manhattan, le leader cubain fait un esclandre, arguant que la location est trop chère. Ayant de toute évidence préparé son coup médiatique, il déménage alors dans un hôtel de Harlem où il dîne avec le personnel des cuisines. Le grand jeu pour le bonheur des caméras. Fidel almuerza con los humildes. Mientras en el Waldorf Astoria se reúnen en un almuerzo imperialista el tiburón y las sardinas, Fidel prefiere hacerlo en el comedor del Hotel Teresa con los empleados que tan cordial acogida han brindado a la delegación cubana. C'est alors que débarque Nikita Khrouchtchev, le numéro 1 de l'Union soviétique. L'embrassade scelle une alliance qui, 2 ans plus tard, poussera le monde au bord de la guerre nucléaire. Pourtant, le dirigeant soviétique a longtemps ignoré l'imprévisible leader Maximo. L'URSS établit des relations diplomatiques avec Cuba qu'en mai 60. Mais entre-temps, la guerre idéologique a éclaté entre Moscou et Pékin et il n'est pas question de laisser la Chine récupérer la révolution cubaine. Lors de son intervention à l'ONU, le soviétique appuie ouvertement Fidel Castro qui, lui, dans un discours de 4 heures, dénonce l'agression américaine contre son pays. Señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. À La Havane, Fidel invoque la sécurité nationale pour annoncer une décision lourde de conséquences. La création des comités de défense de la Révolution qui contrôleront la population dans chaque quartier. Vamos a establecer
un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía y a qué se dedica, con quién se junta, para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de los imperialistas, ni vendidos a los imperialistas, ni instrumento de los imperialistas que pueda moverse. Comité de défense de la Révolution, milice civile, armée. 2 ans après son arrivée au pouvoir, Fidel Castro règne sur tout le pays grâce à un maillage entièrement à sa dévotion. Le 3 janvier, les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec Cuba. 2 mois plus tôt, ils avaient déclaré l'embargo total contre l'île. La guerre est désormais ouverte. El pueblo de Cuba recibe la noticia sereno y alegre. La embajada se queda vacía. Se va toda la plaga. El cáncer desaparece. Pourtant, il n'y a pas de quoi se réjouir. Au moment où les 60 diplomates américains font leurs valises, s'achève au Guatemala l'entraînement par la CIA d'une brigade d'invasion. Le 15 avril, la centrale américaine fait bombarder les aéroports de La Havane et de Santiago. Bilan, 7 morts. La petite aviation cubaine perd 5 appareils. Mais là encore, Fidel sait changer en victoire une apparente défaite. Lors de l'enterrement des victimes, il franchit un nouveau pas dans la radicalisation de sa révolution. Pour la première fois, il déclare qu'elle est socialiste, un tournant historique qui entraîne de nouvelles ruptures. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Le jour suivant, le président John Kennedy donne son feu vert à l'invasion. Le 17 avril, 1500 hommes, commandés par un ancien officier de Batista, débarquent sur les plages de la baie des Cochons, dans le sud de l'île. David et Goliath vont enfin en découdre. C'est Castro en personne qui dirige les opérations. De la vie générale, il prend alors des risques énormes, mais rien ne l'arrête. C'est aussi sur cette image du combattant invincible qu'il construit son pouvoir. À La Havane, le célèbre boulevard du Malecón est bordé d'artillerie lourde, tandis que 35 000 personnes soupçonnées d'être hostiles au régime sont détenues par les services de sécurité et les comités de défense de la Révolution. Si la CIA avait espéré qu'une insurrection anticastriste appuierait l'invasion, c'est peine perdue. Patrocinados por los yanquis y casi yanquis ellos mismos, los exmilitares batistianos, los herederos de los millonarios terratenientes y politiqueros corrompidos, los mercenarios, no tienen moral para resistir el empuje del pueblo. En 48 heures, 1200 mercenaires sont faits prisonniers. L'invasion tourne à la débâcle. Pour la chronique officielle, un vrai plaisir. On fait dans l'ironie avec cette musique de série B américaine. Manifestement, aucun de ces hommes ne s'attendait à une telle efficacité militaire. Les États-Unis retiendront la leçon. Playa Girón. Aquí sufrió el imperialismo norteamericano su primera derrota en América Latina. Le 1er décembre, lors de la clôture officielle de la campagne d'alphabétisation, Fidel sait de nouveau tirer profit de sa victoire. Pour la première fois, il déclare publiquement le caractère marxiste-léniniste de la révolution. Vamos a proceder
a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria, ganada por nuestro pueblo en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Por eso somos marxistas-leninistas y por eso seremos siempre marxistas-leninistas. Patria o muerte. Ya vencimos y seguiremos venciendo. Fidel savoure sa victoire. Après la baie des Cochons, il a négocié avec les États-Unis des réparations. La majorité des mercenaires faits prisonniers est échangée contre des médicaments et des produits alimentaires. Face aux émissaires américains, le chef de guerre triomphe. Désormais, on célébrera l'anniversaire de la baie des Cochons comme une date clé de l'épopée révolutionnaire. Dans le système castriste, l'entretien de la mémoire est aussi le moyen de s'assurer la pérennité. Tous les mercenaires relâchés sont reçus en grande pompe à Miami par John et Jackie Kennedy. Great appreciation to the brigade for making the United States the custodian of this flag. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. ¿Habrá algún bar en Miami que se llame Habana Libre? À La Havane, la fête continue, mais la rupture avec les États-Unis a entraîné l'expulsion de Cuba de l'Organisation des États américains. Et l'île est désormais coupée du reste du continent. Mais qu'importe. D'un point de vue économique, la rupture avec les États-Unis est fatale. À l'époque, tout ce qui se consomme à Cuba est d'origine américaine. Du jour au lendemain, l'île se retrouve coupée de son unique fournisseur. Pour gérer la pénurie, on institue une carte de rationnement, la fameuse libreta. Et puis on improvise, en copiant déjà de vieilles recettes qui ne résoudront rien. Y llegó lo que tenía que llegar. La nacionalización de las peleterías, tiendas de ropa y ferreterías que en manos privadas servían para que especuladores y parásitos hicieran de las suyas. Pour assurer sa survie économique, Cuba n'a qu'une issue, se tourner vers Moscou. Jusque-là, les échanges avec l'URSS se résumaient à 2 achats de sucre signés par Anastase Mikoyan, le vice-président du Conseil des ministres. Lorsque les États-Unis avaient suspendu leur quota sucrier, l'Union soviétique avait aussitôt pris le relais. Qu'y a-t-il dans ces colis que le Tché transporte avec autant d'entrain? Mystère. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils arrivent des pays de l'Est, notamment de Tchécoslovaquie. Il est possible que les premières armes du bloc socialiste soient arrivées dès 1961, accompagnées sans doute de conseillers militaires. Officiellement, Cuba ne reçoit que des techniciens. C'est en tout cas ce que suggèrent ces images idylliques. Ces femmes sont miliciennes. Elles ne savent pas que le monde est au bord de la confrontation nucléaire. Après la baie des Cochons, Fidel Castro est persuadé que les États-Unis préparent l'invasion de Cuba. Il demande une protection militaire à Moscou. Qui, de Castro ou de Khrouchtchev, a eu l'idée d'installer des fusées nucléaires sur l'île? Le Cubain affirme que c'est le Soviétique et vice-versa.
Le 14 octobre, des avions espions américains photographient les rampes de lancement soviétiques. La guerre froide bat son plein. Le mur de Berlin a été construit 1 an plus tôt. Aussitôt, la Maison-Blanche déclare le blocus naval contre l'île. La crise est à son paroxysme, mais à Cuba, on n'en laisse rien paraître. Mientras los combatientes están en pie de guerra en sus trincheras, nuestro pueblo, a quien Mr. Kennedy clasificó como pueblo cautivo, no ha perdido su serenidad y su buen humor en esta hora difícil de toda la humanidad. Le 28 octobre, l'URSS annonce le retrait des fusées. En échange, les États-Unis s'engagent à ne pas envahir Cuba. La décision a été prise par Khrouchtchev et Kennedy, au nez et à la barbe de Castro, qui n'a même pas été consulté. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. No se piense que la retirada de las armas estratégicas nos desarma. Esto no quiere decir que nos hayamos desarmado. Se marchan las armas estratégicas, pero todas las demás armas, permanecen en nuestro país. Un froid glacial s'est abattu sur les relations cubano-soviétiques. Le 2 novembre, Anastas Mikoyan débarque à La Havane pour calmer Fidel Castro, furieux du dénouement de la crise des fusées. Celui-ci l'accueille à l'aéroport mais refuse de le recevoir pendant 3 semaines. Derrière ces vigoureuses embrassades se cache une amertume qui teintera à jamais les relations entre les deux pays. Il faut attendre le printemps 63 pour que ces relations se dégèlent officiellement dans une datcha près de Moscou. Le mariage de raison entre Castro et Khrouchtchev est tellement incontournable qu'ils organisent un grand show. 40 jours de visite officielle, un record mondial absolu. Dans les archives, des images comme celle-ci sont très rares. Le message est sans ambiguïté. Tout va pour le mieux entre le leader Maximo et M. K. Point fort du scénario, la grand-messe du 1er mai. Fidel Castro est reçu comme un héros. Les foules sont comme fascinées par le guérillero barbu qui, ravi, se prête au jeu. La caméra ne le lâche pas d'une semelle et s'en donne à cœur joie. Quant à la presse internationale, elle parle de nouvelles lunes de miel. Nikita Khrouchtchev expresa: la heroica Cuba no está sola en su lucha. De su lado se encuentran las simpatías y el apoyo de la Unión Soviética, de todos los países de la comunidad socialista, de todas las fuerzas progresistas de la tierra. ¡Viva Cuba! ¡Viva Lenin! ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! Дружба между кубинским и советским народами!
Au même moment, un autre défilé se déroule à La Havane. Rien à voir encore avec la mécanique huilée des grands rassemblements soviétiques. Le défilé a des allures de fête, mais plus pour longtemps. À la tribune, on aperçoit vaguement Che Guevara. Mais ce n'est pas lui qui mène la danse. Raúl Castro a déjà commencé son irrésistible ascension. C'est un inconditionnel de Fidel. Viva Fidel! Pendant ce temps, Fidel est décoré par un certain Léonid Brejnev, l'homme qui chassera Khrouchtchev l'année suivante. Mais derrière l'amitié affichée, la méfiance est toujours de mise. Les Soviétiques reprochent aux Cubains de prêcher la lutte armée aux quatre coins de la planète et d'agir en cavalier seul. Mais Fidel Castro fera toujours la sourde oreille. C'est l'amitié la plus énigmatique de la Révolution. Fidel et le Che partagent un passé de combattants, mais aussi une haine farouche de l'impérialisme. Ensemble, ils forgent un nouvel idéal politique, l'internationalisme. Dès 1959, le Che effectue des missions en Afrique ou au Moyen-Orient, comme ici en Égypte, avec le président Nasser. Ministre de l'Industrie, il cherche de nouveaux marchés, mais le Che est aussi un théoricien de la Révolution. Idéaliste, il s'oppose souvent à Fidel, plus pragmatique. Le Che croit en la naissance d'un homme nouveau. La caméra le filme toujours sur le terrain, montrant l'exemple. El comandante Ernesto Guevara, ministro de Industrias, se destaca en el trabajo voluntario, en el que participan 1.500 trabajadores que han producido 40.450 metros de telas en 9.090 horas, además de la labor de reparación de los telares y limpieza de las máquinas. El plan de emulación y el trabajo voluntario permitirán cumplir las metas en la producción de más y mejores telas para el pueblo. Le Che a été très peu filmé, hasard ou volonté d'un pouvoir accaparé par le leader Maximo. Le Che, en tout cas, est habité par un rêve révolutionnaire universel. Et à la différence de Fidel, le pouvoir ne l'intéresse pas. Il est plutôt impatient de rejoindre les maquis. La satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Au début de l'année 65, le Che disparaît mystérieusement de Cuba. Officiellement, il est parti s'entraîner en Afrique avant de rejoindre les maquis boliviens. Mais on dit aussi que son départ précipité est dû à une rupture avec Fidel, à qui il reproche son goût pour le pouvoir absolu. Tandis que Che Guevara prépare son expédition bolivienne, Fidel choisit l'internationalisme à domicile. Tout naturellement, la Cuba révolutionnaire soutient le Vietnam du Nord dans la guerre qui l'oppose aux États-Unis. L'engagement n'ira pas au-delà d'actes de solidarité, comme l'envoi de colis. Mais à partir de 1965, l'internationalisme cubain se fait plus actif. Fidel Castro organise la première conférence tricontinentale où sont invités tous les leaders révolutionnaires d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Bientôt, des rebelles du monde entier recevront un entraînement militaire à Cuba.
Et dans un discours qui fait frémir les Américains, Fidel annonce publiquement qu'il est prêt à exporter sa révolution. Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. ¡Viva Cuba y viva Fidel! ¡Viva el pueblo que estamos con él! ¡Viva Cuba! Puede comenzar. ¡Viva Fidel! Dès 1965, Fidel Castro concentre tout le pouvoir entre ses mains. D'élection, il n'a plus jamais reparlé depuis le fameux discours aux Colombes. Il pratique ce qu'il appelle la démocratie directe, le dialogue avec les masses qui entérine a posteriori ses décisions. Certains lui reprochent sa démagogie ou ses travers de caudillo prématuré. Dans le calendrier révolutionnaire, 3 dates sont désormais incontournables. Le 1er janvier, le 1er mai et le 26 juillet. À chaque fois, dans des discours fleuves légendaires, le leader Máximo explique la politique du moment. Hay que someter a 3. Vamos a someter a 3 lo que dicen año de la producción. ¿Cuáles son los que están de acuerdo? Bien, los que están de acuerdo, año de la lucha contra el burocratismo, ¿cuánto? Vamos a ver que se ve que hay bastante voto aquí. Y los que están de acuerdo con que sea el año de la agricultura. Fidel Castro ne fait pourtant pas l'unanimité. Dans les 3 premières années de la Révolution, environ 250 000 Cubains sur un total de 6 millions ont quitté le pays. La plupart se sont exilés vers la Floride toute proche. Ce sont essentiellement des représentants de la bourgeoisie et des classes moyennes qui dénoncent la dérive communiste du régime. Certains exilés rejoindront des groupes armés, comme Eloy Gutiérrez Menoyo, condamné à 20 ans de prison. Son procès est retransmis à la télévision. Aucune trace, en revanche, des procès sommaires intentés aux opposants politiques qui, eux, n'ont jamais pris les armes. Des milliers auraient été jetés en prison. Cuando llegó el momento de comenzar a introducirnos en Cuba, yo tenía la información de que la mayoría del pueblo estaba en contra y estaban listos a empuñar las armas. Sin embargo, mantenía mis dudas si era así o no. Los días después, muchas fueron las casas a las cuales tuve que llegar. Casas de campesinos, encontrándome la situación de que nos eran hostiles y de que automáticamente nos marchábamos, denunciaban a las Fuerzas Armadas nuestra presencia en la zona. Solo me queda hacerle una advertencia a mis compañeros y a mis amigos, que mediten bien las cosas, que es muy distinto lo que se escucha fuera de aquí a lo que se ve, que eviten derramamientos de sangre inútiles y que lo que es peor todavía, que puedan correr peor suerte que la nuestra. Mais pour les gens du peuple, on joue la réconciliation en vantant les mérites de la réhabilitation par le travail. Un día, 150 campesinos, engañados por la contrarrevolución, trataron de alzarse contra la patria redimida. En la granja de rehabilitación Capitán Julio Díaz, se les atrajo de nuevo al seno del pueblo. En octobre, la boucle est bouclée. Après avoir vaincu les résistances du Parti socialiste populaire, inféodé à Moscou, Castro fonde son propre parti communiste. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? Los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá. Partido Comunista de Cuba,
Et puis c'est la surprise. Fidel rend publique une lettre que lui a adressée Che Guevara. Il lui annonce qu'il ne reviendra jamais à Cuba. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Le 8 octobre 1967, Ernesto Che Guevara est assassiné par l'armée bolivienne sur ordre de la CIA. Son journal de bord est un succès de librairie dans le monde entier. Avec la mort du Che, le mythe de la révolution cubaine s'effrite inexorablement. Che Guevara. Niña y viña para llevar, mano vesti guardar. Levante mia madre, mañanica frida, fui cortar la rosa florida, mano vesti guardar. Niña y viña para llevar, mano vesti guardar. Levante mia madre, mañanica clara, fui cortar la rosa granada, mano vesti guardar. Après l'écrasement du printemps de Prague, Cuba entre définitivement dans l'ère soviétique, tandis que Fidel Castro s'impose comme leader du tiers-monde. Mais à l'intérieur, la descente aux enfers a déjà commencé. C'est le socialisme ou la mort. La seconde partie de Cuba, histoire d'un mythe.